bienvenue sur Alain 10, bienvenue sur un nouvel épisode d'actualité. Ça fait vraiment très longtemps que je vous ai pas sorti d'épisode d'actualité. Il s'est passé énormément de choses ce week-end dans à peu près tous les sports. Alors tenez-vous prêts, c'est parti. Premièrement, on va parler du biathlon parce que c'est un sport qui ne va pas figurer dans les épisodes d'actualité pendant très longtemps maintenant puisque c'était la fin de la saison de biathlon. Et donc qui dit fin de la saison dit classement définitif pour les petits globes en tout cas, et gros globes de la Coupe du Monde. Donc d'abord pour la Coupe du Monde féminine, c'est Lisa Vitozzi qui remporte le grand globe de cristal. C'est son premier gros globe de sa carrière pour l'italienne qui a eu un tout petit peu de mal au début et ensuite a vraiment déroulé sur cette fin de saison. Et c'est vraiment énorme de sa part, Lisa Vitozzi. Un grand nom du biathlon déjà avant ce gros globe, mais maintenant elle s'inscrit vraiment dans ce petit palmarès, dans ce petit comité des gros globes de cristal. Et il y a eu aussi donc quatre autres petits globes qui ont été distribués donc pour l'individuel, le sprint, la poursuite et la mass start. Et Lisa Vitozzi, non seulement elle gagne un gros globe de cristal, mais en plus elle en gagne deux petits sur l'individuel et sur la poursuite. Dauphine de Lisa Vitozzi, la française Lou Jean Monod, elle, s'empare du petit globe de la mass start avec trois podiums et une victoire cette saison en mass start pour Lou Jean Monod. Ingrid Tendrevold, elle, la norvégienne, sauve sa saison tout de même en remportant le petit globe du sprint devant la française Justine Brezaz-Bouchet. Voilà pour le biathlon féminin. C'était vraiment une saison très intéressante, si on fait un point sur le biathlon féminin. C'était vraiment magnifique de la part, bien sûr, des Françaises, qui non seulement pendant la Coupe du Monde, mais aussi pendant les championnats du monde, ont vraiment été fantastiques. Donc ça aussi, c'est vrai que ça nous a passionnés cette saison. Mais même, il y a eu vraiment beaucoup de changements. Ingrid Tendrevold, Vitozzi, Julia Simon, euh, Lou Jean Monod, qui a été une révélation quand même. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose de très intéressant ce biathlon féminin et qui nous a vraiment tenu tout l'hiver. Tout l'hiver. Et on a hâte. On a vraiment hâte que ça reprenne. Bon, bien sûr, ça reprendra la saison prochaine. Mais on a vraiment hâte de tout ça. Et chez les hommes, bien sûr, celui qui a tout simplement écrasé la concurrence, c'est toujours Johannes Beu, qui ce week-end a égalé le record de Martin Fourcade en victoire en Coupe du Monde, donc ça c'est quand même significatif. C'est quand même quelque chose d'énorme qu'avait fait Martin Fourcade, et si Johannes Beu le rejoint, c'est que vraiment il est au sommet de son art lui aussi. Et pour les Français, contrairement aux femmes, c'était très difficile cette saison, très difficile, euh, avec, enfin voilà, tout simplement pour donner la statistique de Johannes Beu, pour revenir à lui, c'est qu'il remporte le gros globe, mais il remporte le petit globe individuel, le petit globe sprint, et le petit globe poursuite, et le petit globe mass start. Donc c'est tout simplement fantastique. C'est tout simplement fantastique. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et les Français, Quentin Fillon-Maillet, Émilien Jacquelin, qui nous avaient habitués à mieux, on va se le dire. Il y a eu des saisons fantastiques, les JO, les derniers JO. Les dernières saisons, elles étaient fantastiques de la part de nos biathlètes français, de nos biathlètes masculins. Et c'est vrai que cette saison, on est tombé bien bas. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est le changement de coach avec le frère de Martin Fourcade, Simon Fourcade, voilà, son nom m'est venu. Est-ce que c'est ce changement de coach-là? Est-ce que c'est une question de confiance? On sait qu'avec Émilien Jacquelin, c'était beaucoup une question de confiance, et cette confiance-là, elle est revenue à la fin de la saison pour Émilien Jacquelin, qui a fini sixième du classement général, et qui a dit que après ces trois dernières semaines, il était vraiment confiant pour la saison prochaine. Donc, bien sûr, on en attend beaucoup. On sait que c'est très difficile de confirmer dans le sport, de confirmer des grandes victoires. C'est le cas pour Quentin Fillon-Maillet. Et donc on espère que tout cela reviendra, que toute cette réussite française au biathlon reviendra pour les hommes. En tout cas, voilà, cette saison, c'était vraiment marqué, comme je vous l'ai montré par tous ces petits globes, marqués par la domination de Johannes Beu. Ah pardon, je vous ai dit des bêtises, il a gagné tous les petits globes Johannes Beu, sauf celui du sprint qui est gagné par son frère, Targuay Beu. Excusez-moi, j'ai été pris de court par le même nom de famille, bien sûr, parce que ce sont deux frères qui sont tous les deux très très bons, mais c'est vrai que Johannes a surpassé tout le monde cette saison. Donc voilà pour le biathlon.
J'espère que vous avez aussi aimé toutes ces informations sur le biathlon, un sport que je suis beaucoup. Le ski alpin, ce n'est pas encore tout à fait fini, donc je vous ferai tout ça. Je vous ferai tout ça la semaine prochaine, je pense, par un petit point pour le ski alpin, mais voilà, le ski alpin, par contre, énorme réussite française, surtout chez les hommes, mais aussi un petit peu chez les femmes. Il y a des choses, il y a des mines d'espoir, donc ça va être très intéressant. Suite au biathlon, on peut passer à ce qui s'est passé la semaine dernière, par exemple avec le football et ses tirages de Ligue Europa, ses matchs d'Europa League, ses qualifications. Si vous voulez, on peut commencer par l'Europa League avec les quarts de finale qui sont déjà donnés. Marseille, bien sûr, qui, malgré sa défaite, s'est qualifié en quart de finale et affrontera le Benfica. Ça va être un match assez serré. Deux équipes qui peuvent en même temps être très fortes et en même temps avoir une défense très faible. Donc ça va être intéressant à regarder. On va avoir un très beau Liverpool-Atalanta, un magnifique Milan-Roma, match italien, 100% italien dans ce quart de finale, et ensuite un Bayer Leverkusen-West Ham, Bayer Leverkusen qui n'a pas perdu depuis 35 matchs, messieurs, dames. Et ça va être une dure affaire pour West Ham d'aller les chercher, mais Leverkusen qui a eu beaucoup de mal et qui a arraché la victoire la semaine dernière face à Karabakh, donc il y a aussi vraiment eu beaucoup de rebondissements cette semaine dans les compétitions européennes. Alors en Conference League, Lille est passé. Encore une équipe française qui est passée en quart de finale. Ça aussi, c'est très intéressant de leur part. Il y a quand même voilà, des choses vraiment très positives à ressortir. Lille qui va affronter Aston Villa. Alors Aston Villa, une équipe très en forme. Ça va être compliqué mais on y croit pour les Lillois. Ensuite, dans notre quart de finale, on a Bruges contre le PAOK, voilà, deux équipes aussi très intéressantes. On va avoir un duel Olympiakos-Fenerbahçe, alors là c'est ambiance chaude des deux côtés, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment en Turquie et en Grèce. C'est vraiment pas des exemples à suivre en termes de supporters. Et donc ça va être des matchs très chauds et très compliqués à arbitrer sûrement. Et ensuite, une intéressante équipe du Victoria Pleasant qui s'est qualifiée et qui va jouer la Fiorentina. Donc voilà, cette Conference League est tout aussi intéressante, avec des équipes moyennes, mais des équipes vraiment qui peuvent nous montrer beaucoup de spectacles. Et enfin, après cette Europa Conference League, on peut passer au tirage de la Ligue des Champions, bien sûr. Le tirage de la Ligue des Champions, alors là, on a l'impression de retourner en 2014. On n'a que des équipes phares, que des équipes historiques. Un premier match, Arsenal-Bayern. Alors là, si vous voulez établir un pronostic, ça va être très compliqué. On a un Paris SG FC Barcelone, un match qui s'est joué maintes et maintes fois en Ligue des Champions et avec beaucoup de rebondissements. Donc on espère que ça va être un tout aussi beau spectacle cette saison. On a un Dortmund Atlético Madrid. Alors là aussi, hein, ça va être un duel énorme. On a un Real Madrid-Manchester City. Que dire de ce choc? Alors même si Manchester City est un tout petit peu moins bien cette saison, c'est le tenant du titre face au grand Real Madrid. Et ensuite, alors il y a un chemin qui est un peu plus facile peut-être, avec ce tableau PSG-Barça, Dortmund-Atlético, donc les deux vainqueurs s'affronteront en demi-finale. Et le tableau, c'est vrai, de la mort, Arsenal, Bayern, Real Madrid, Manchester City, qui nous donnera une demi-finale tout simplement énorme, peut-être un avant-goût de finale. Voilà pour le football. On peut quand même faire un tout petit point rapide sur la Ligue 1, ce qui s'est passé ce week-end, avec un classement qui n'a pas forcément bougé, même si Monaco a perdu sa deuxième place au profit de Brest. Monaco qui a fait match nul face à Lorient, qui s'est fait égaliser à la toute dernière minute par un de ses anciens joueurs. Donc ça c'est quand même quelque chose. Brest, Brest qui a fait match nul aussi face à Lille, donc les deux dauphins du PSG qui font match nul. Euh, le PSG lui s'est fait peur au début face à Montpellier, mais ensuite a déroulé et une victoire 6-2. Reims a battu Metz qui sombre encore de plus en plus. Duel de cartes rouges entre Le Havre et Clermont, avec une victoire de Clermont 2-1. Fin un peu à cette période où ils étaient sur un nuage, les Marseillais, depuis que Jean-Louis Gasset était arrivé. Là, il y a 2-0 pour Rennes dans ce match. Un match assez haché, et on sentait vraiment les Marseillais diminuer physiquement d'ailleurs. Et ensuite, on a une victoire, grosse victoire de Strasbourg face à Nantes qui enfonce Nantes de plus en plus dans un commencement de crise, on va dire. Et Lyon, vendredi, s'est imposé face à Toulouse 3-2. Lyon qui enchaîne quand même et qui remonte au classement petit à petit, on peut le dire.
Voilà pour la Ligue 1 très rapidement. Il y a eu aussi bien sûr le trophée Destination et ce crunch entre l'équipe de France et l'Angleterre ce week-end. On voulait voir l'équipe de France s'imposer pour finir sur une bonne note. Finir sur une bonne note après aussi euh, donc une deuxième victoire d'affilée pour les Français dans ce Six Nations. Ils avaient mal commencé et on sent vraiment qu'il y a une nouvelle génération qui arrive à l'image de Nolan Le Garec qui fait vraiment des performances énormes et une victoire sur le fil des Bleus face aux Anglais, pardon, qui permet à tout le monde de souffler, d'avoir un peu d'espoir, de se dire ok, c'était juste une période difficile en ce début de Six Nations, mais là ça repart, on a vraiment une équipe avec du caractère, et c'était un match magnifique face aux Anglais, et on peut féliciter cette équipe, féliciter la nouvelle génération, et donc on peut avoir de l'espoir dans le futur de cette équipe de France, euh, après une Coupe du Monde qui nous a laissé sur notre faim. Ce Six Nations aussi peut-être nous laisse sur notre faim, mais on a quand même des motifs de satisfaction à avoir. Et c'est vraiment positif tout de même cette fin de Six Nations pour l'équipe de France. Voilà. Que dire de plus sur le rugby. On se donne rendez-vous pour les prochaines échéances. Il y aura des tournées d'été, des tournées de novembre. Voilà pour l'équipe de rugby. Est-ce qu'on fait un point rapidement sur la NBA? Souvent je vous fais des points. Bon, là franchement rien ne change. Je pense que je vais attendre les playoffs pour en parler un tout petit peu plus. La semaine dernière, il y a eu des matchs très intéressants d'Euroleague, donc on peut peut-être faire un tout petit point sur ça. Et parce qu'on a quand même l'équipe de Monaco qui est troisième du classement d'Euroleague, donc ça c'est vraiment un motif de satisfaction énorme, c'est vraiment positif. Et dans l'autre sens, malheureusement, Lyon-Villeurbanne, 17e du classement, qui rame dans cette compétition maintenant. Cette saison, c'est pas nouveau, mais bon, il y a eu quand même des matchs intéressants. Le Barcelone, qui était mené au départ par le Partizan, gagne 94-76. Le Maccabi Haïfa gagne seulement de 4 points à domicile face à l'équipe à domicile, l'Étoile Rouge de Belgrade. Monaco s'est imposé face à l'Alba Berlin, qui est dernier du classement, mais qui donc confirme sa troisième place. Le Bayern Munich aussi, dans un tout petit match qui bat Zalgiris, un match très défensif mais magnifique. Le Real Madrid confirme sa première place en gagnant face à Bologne. Olympiakos et Fenerbahçe se sont imposés aussi. Énorme victoire de Fenerbahçe face à Valence, 118-88. Et ça, c'était une énorme victoire. Et donc, ça nous fait un podium entre premier Real Madrid, deuxième Barcelone, troisième Monaco. Voilà pour l'Euroleague. Je pense qu'on a fait le tour de tous les sports, mais il en reste un, et c'est le tennis, avec cette finale hier d'Indian Wells entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev. Que dire, c'est la résurgence de Carlos Alcaraz, hein. Il est de retour. On pourrait dire, il est de retour l'extraterrestre, parce que hier il nous fait un match digne d'une autre planète. Il était sur une autre planète par rapport à Medvedev. Il était physiquement 5 fois supérieur, techniquement aussi. C'est une explosivité qui fascine encore énormément d'analystes du tennis. Medvedev, qui pourtant dans ce match gagne les 3 premiers jeux. À ce moment-là, on se dit bon, Alcaraz retombe dans ses travers, il fait beaucoup de fautes directes. Medvedev va être sans pitié, il va enfin gagner une finale, lui qui a perdu déjà 5 finales enfin, Medvedev, c'est vraiment pas de bol pour lui. Il n'arrive pas à gagner ses finales. Et quand on voit qu'il gagne 3-0 dans ce premier set, on se dit bon, peut-être que c'est le moment, peut-être qu'Alcaraz va pas tenir le coup. Mais voilà, Alcaraz, on l'a vu face à son match face à Sinner, il a fait une performance énorme, on a senti qu'il revenait vraiment, qu'il mettait du punch, qui retrouvait son explosivité et ses coups gagnants fantastiques, son coup droit, etc. Et bien c'est ce qu'il a retrouvé, c'est ce qu'il a fait, il a varié son jeu et il a défendu d'une manière fantastique face à Medvedev hier. Et c'est ça qui lui fait gagner le match, c'est des points. C'est des points après des rallyes énormes où il va tout chercher, il va tout récupérer et il finit par un coup direct. Et ça fait du mal au moral, ça agace Medvedev aussi peut-être. Et donc c'est vraiment une victoire méritée de la part d'Alcaraz et qui nous montre qu'Alcaraz revient très fort et qu'il va falloir s'inquiéter pour Djokovic, pour Sinner, pour Medvedev avant l'arrivée de cette saison sur terre battue parce que le grand Carlos Alcaraz revient très très fort dans cette compétition et dans ce circuit. Chez les femmes, bien sûr, l'impitoyable Swiatek s'est imposée, elle qui a battu Maria Sakkari qui s'était hissée en finale. On sentait Maria Sakkari revenir aussi, elle aussi, qui était assez en difficulté ces 2 dernières années.
elle revenait vraiment avec du punch. C'est ce qu'elle fait dans le premier set, elle est vraiment pas mal. Elle gagne 4 jeux. Euh, Swiatek, bien sûr, gagne le premier set, donc ça nous fait 6-4. Mais ensuite, Swiatek, que dire? Je disais que Carlos Alcaraz était un extraterrestre, Iga Swiatek est un robot, elle gagne 6-0 le deuxième set, impitoyable, et elle aussi s'impose pour ce tournoi si prestigieux qu'est Indian Wells cette saison. Magnifique tournoi, il s'est passé énormément de choses, et ça va tout de suite s'enchaîner la semaine prochaine avec le... Non, dès cette semaine, pardon, là c'est les qualifications, avec le tournoi de Miami. Donc ça aussi, ça va être palpitant. Je vous tiendrai au courant de tout ça, bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour d'à peu près tous les sports. On l'a fait assez rapidement, mais c'était très clair, en tout cas j'espère, pour une fois. C'était assez fluide. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode que je vous tease maintenant depuis des semaines et qui n'arrive toujours pas. C'est l'épisode sur les efficaces. Ça va parler de Jeux Olympiques, de résultats, il va y avoir aussi avoir des calculs, des statistiques, ça va être très intéressant. Je vous donne rendez-vous pour ça cette semaine, j'essaye vraiment de le sortir, mais j'ai énormément de choses à faire, beaucoup de choses aussi pour mes études, et notamment pour ma licence en ce moment, avec énormément d'oraux à rendre, etc. Mais j'essaye de caser tout ça, je prépare ce podcast qui est pratiquement fini, mais je le prépare, j'arrive à y consacrer du temps chaque jour. Donc, euh, donc je vous donne rendez-vous pour ça cette semaine, et la semaine prochaine, on reprend le rythme des épisodes d'actualité. Chaque lundi, on reprend ce rythme-là. C'est décidé, c'est bon. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. On se retrouve bientôt. C'était Hélène Odis.